Bonsoir tout le monde, bonsoir Sadako. Ce soir, Sadako se rebelle dans Homefront The Revolution. Comment vas-tu? Eh ben ça va bien et toi? Ah ça va, écoute, ce soir on se retrouve face au Norco comme tu dis si bien. Yeah. On est donc dans le game show d'Homefront The Revolution. Veux-tu bien d'abord nous faire le topo du jeu parce que je ne l'ai pas. Donc ce soir je le sers officiellement à rien. Genre, je te l'ai envoyé en écrit, machin. Moi, je vais le faire quand même. Donc, je suis pas connecté, c'est peut-être pour ça. Ah oui, d'accord. C'est édité par Deep Silver, développé par Deep Silver Dumbbuster Studio. Je vais y arriver. J'aurais mieux fait de le faire en fait. C'est l'ancien Crytek UK, tout simplement. C'est sorti le 17 mai 2016 aux États-Unis, le 20 mai 2016, donc aujourd'hui en Europe. C'est sorti sur PC, PS4, Xbox One. C'est un FPS à monde ouvert qui tourne sous le CryEngine, comme dirait la charmante voix au début du jeu quand on le lance, et c'est un jeu qui se joue soit tout seul, soit en coopération à 4 joueurs, mais il n'y a pas de mode multi classique. Voilà. D'accord. De quoi allons-nous parler Alors, je vais d'abord commencer par parler un peu du scénario, de l'histoire, de la mise en scène, des personnages et tout. Faudra juste qu'on surveille le timing parce que je comptais juste quand même vous préciser la chose. Je suis pas en train de jouer, sinon vous entendriez mon clavier dans tous les sens. Ah, le bon temps des vidéos de 15 minutes. C'est ça, non, oui, c'est clair. Mais j'ai fait un extrait qui dure 35 minutes à peu près. Enfin, j'ai fait plusieurs extraits que j'ai compilés en un seul. Pour la simple et bonne raison qu'on voudrait vous publier cet extrait en 1080p 60 fps quand le jeu tourne en 60 fps, que c'est pas tout le temps, sur Player One et sur YouTube. Donc c'est pour ça qu'on enregistre nos voix et que je tourne sur un extrait parce que il faudrait un PC de la NASA et nous n'avons pas les moyens. Donc c'est donc la version PC qui n'est pas patchée. Je vous referai une vidéo plus tard pour vous montrer ce qu'apporte le patch et le mode coopération aussi de la version PC. Je vous ferai aussi une vidéo sur la version PlayStation 4 pour voir un petit peu où nous en sommes au niveau des soucis techniques parce qu'apparemment il y en a plein, mais je n'ai pas eu de problème majeur sur cette version PC, on en parlera tout à l'heure. Donc Chris, on va parler un peu de l'histoire. Donc toi qui as fait Homefront 1, est-ce que tu te souviens un peu de quoi ça parle? D'accord. Question piège. Non, pas vraiment. Le scénario n'était pas le truc le plus marquant de mon jeu. Non, mais le background, sympa, l'univers était quand même assez intéressant. C'est un peu vieux maintenant. Ouais, c'est un peu vieux. Il était sorti en mars 2011. C'est vrai qu'entre temps on a dormi. Ça fait un peu plus de 5 ans. Ah, oui. Donc on reprend pas exactement à la même période. Alors c'est pas une suite, c'est pas non plus un reboot, mais c'est une suite spirituelle parce qu'en fait on est en 2029 dans la ville de Philadelphie, donc aux États-Unis. On arrive dans le jeu, on incarne Brady et on nous signale quand même que les Norcos, donc les Nord-Coréens, mais on appelle ça des Norcos dans le jeu, c'est les personnages qui les appellent comme ça, ont envahi Philadelphie et sans doute d'autres villes des États-Unis, mais ça on ne le sait pas au début du jeu. Depuis 4 ans déjà, donc en 4 ans ils ont eu le temps de bien foutre la merde partout dans la ville de Philadelphie. Donc toi ce que tu fais au début, c'est que t'es un peu une petite merde insignifiante qui débarque dans la résistance et un peu comme dans GTA en fait. Ouais, voilà, un peu comme dans GTA. Au début t'as ton petit vélo et puis après voilà. tu vas voler une voiture. Et après t'as ta grosse Ferrari. Donc là c'est un peu pareil dans Homefront The Revolution. Pour la simple et bonne raison qu'au début on va te donner des petites missions un peu chiasseuses, genre aller saboter un truc, aller pirater un petit truc. Et ce n'est vraiment qu'après où ça va s'envoler, où tu vas avoir. En fait tu vas d'abord devoir prouver que tu es digne de servir la résistance et d'avoir des missions plus importantes. Donc au début c'est pour ça que tu vas pas avoir grand chose de fort intéressant à faire. Donc au niveau du scénario il n'y a rien d'extraordinaire non plus, mais c'est la manière dont c'est fait qui m'a pas mal plu parce que la résistance est un noyau assez fermé, hein. Ça rappelle un peu ce qu'on avait vu à l'école, si tu as écouté Chris tu dois t'en souvenir, notamment contre les nazis. Et moi je m'en souviens beaucoup parce que j'ai beaucoup redoublé au lycée, donc si tu veux le programme de la Seconde Guerre mondiale je le connais un peu par cœur, en 5 ans j'ai eu le temps. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc la narration en fait elle va s'articuler progressivement autour de ces personnages et des personnages qui vont être des personnages plus clés que d'autres. Qui dit période de guerre civile et de résistance et de guerre tout court dit aussi traîtrise, manipulation, violence, oppression du peuple, manipulation des médias, manipulation politique. On est en guerre alors?
Non, chut, tais-toi. On va avoir des ennuis avec les hommes politiques de France. Non, mais non, on n'est pas en guerre puisque les lois ils les font appliquer sans que les gens soient d'accord en France. Donc ça fait une dictature, ça. Val, si tu nous écoutes, on te salue. Ouais. La bise, Manu. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, du coup, pour redevenir sérieux 2 secondes, autour de ce scénario et de cette histoire, moi, ce qui m'a surtout conquis dans Homefront, je vais dire Homefront 2 parce que c'est long à dire à chaque fois Homefront The Revolution, c'est que l'univers est très bien imaginé et il est bien mieux exploité que la vision qu'avait Chaos Studios de Homefront. Même si toi, t'avais plutôt apprécié quand même Homefront 1, moi, je l'avais trouvé très générique, très fadasse et finalement, il allait pas très loin. Donc, ce deuxième épisode exploite enfin tout le background un petit peu révolutionnaire. Et ça va se ressentir aussi bien dans les graphismes que dans la narration, que dans le scénario, que dans le système de jeu et que dans le gameplay aussi. Donc si tu veux, ça forme un tout. Tout le jeu est vraiment formé autour de la révolution. C'est pas révolutionnaire, mais ça nous forme quand même un c'est FPS. Bête, ça, quand même. Ça nous forme quand même un FPS qui sort des sentiers battus et qui est tout sauf fadasse et générique, puisque on va être amené à faire des trucs qu'on fait pas dans d'autres FPS, et ça c'est cool, quoi. C'est quand même un con, là. Un jeu tourné autour de la révolution qui n'est pas révolutionnaire. C'est quand même très con. Bah, c'est les actions du peuple qui vont l'être, mais c'est vrai que foncièrement, t'as un gun et tu te mets à couvert et tu dézingues des vilains nord-coréens, mais au-delà de ça, t'as quand même, je vais en parler maintenant parce qu'on va aborder le système de jeu, et j'ai fait un magnifique game over quand même pour ne pas mentir à ma réputation de pro gamer. Donc je vous ai montré ça. Donc en fait, les premières heures de jeu, ça c'est aussi un warning de ma part. Les premières heures de jeu, quand je dis les premières, c'est les 4 premières. Les 3-4 premières, elles sont assez chiantes. Franchement, si je m'étais arrêté à ça, je pense que le jeu, il aurait eu la moyenne à peine. Il aurait été entre 10 et 12 peut-être. Parce qu'effectivement, le début, il est convenu, il est générique, il est pas drôle. Tu fais des petites missions de merde, le scénario, il s'envole pas, et tout et tout. Mais à partir du moment où tu vas vraiment rentrer dans la résistance et où En fait, le jeu va vraiment se réveiller à partir de la première mission scénarisée. Parce que je vais d'abord vous expliquer comment un petit peu s'architecture le jeu. Donc t'arrives dans le jeu, t'as un monde ouvert en fait qui est divisé en quartiers, donc t'as pas accès à toute la ville de Philadelphie, c'est pas Los Santos et sa périphérie et sa campagne comme dans GTA V. C'est tu vas en fait, c'est une succession de quartiers qui sont en monde ouvert, mais pour aller d'une zone à l'autre, tu peux pas le faire au début du jeu, c'est le scénario qui t'amène dans les différents quartiers. De temps en temps, un petit peu comme The Division. Bah je sais pas, je l'ai pas fait encore. Dans The Division, tu peux y aller, mais c'est très dangereux d'y aller, donc en fait tu n'y vas pas. Ouais, d'accord. Bah là, je crois même pas que tu puisses y aller avant parce que les portes sont fermées et c'est vraiment quand le scénario l'exigera que tu peux avoir. Ouais, c'est un peu comme GTA, quoi. Ouais, un peu comme GTA, mais dans GTA, une fois que t'es arrivé à 2-3 heures de jeu, 4 heures de jeu, tu peux aller partout, quoi. Ah non. Bah dans Los Santos aussi, quand même. San Andreas, non, je crois pas. Non, pas San Andreas, ça je suis d'accord. Mais GTA 5, oui, tu t'es obligé. Hein. Enfin, tu peux. Hein. GTA 5, tu peux aller partout, je crois, mais le 4, non, tu peux pas non plus. Non, le 4 non plus. Mais enfin, voilà, je comparais à GTA 5 du coup, faut pas que je dise GTA tout court. Mais voilà, enfin, donc c'est un monde ouvert divisé en quartiers. Moi, ce que j'ai aimé, c'est les différents quartiers, j'en parlerai tout à l'heure dans les graphismes, ils se ressemblent pas, ils sont tous bien différents. Mais les 2-3 premiers quartiers, effectivement, sont un peu fadasses. On a vraiment l'impression que Dambuster Studios a voulu laisser les joueurs vraiment s'imprégner de l'univers, mais comme il se passe pas grand chose, on se dit ouais voilà, le jeu il est quand même assez bof et les premières de jeu sont trop froides selon moi, peu attirantes. Et mon conseil sera vraiment si vous achetez Homefront The Revolution, ne vous fiez pas à ça et continuez à jouer parce qu'après il vous réserve quand même de belles surprises. Donc après là où ça commence à se réveiller aussi, c'est qu'en fait le jeu se déroule en plusieurs types de schémas différents. Donc les quartiers, ils vont être soit en zone rouge, soit en zone jaune, soit en zone de révolution. Et tu auras un 4e schéma qui sera donc les fameuses missions scénarisées. Donc les zones rouges, ça va être tout simplement la police nord-coréenne est présente partout, c'est-à-dire qu'ils contrôlent tout, t'as pas le droit d'être là. Donc là c'est plutôt un gameplay infiltration, sinon tu crèves en 3 secondes. Après, en zone jaune, c'est une zone où il y a des civils, mais où les civils sont très fortement réprimandés sous la terreur. Ils sont contrôlés tous les 3 mètres. Donc là, tu peux te promener dans la ville, mais il faut pas passer devant les gardes Norco parce que sinon ils te repèrent et ensuite t'as tout le quartier sur le cul.
Et après, t'as le schéma Révolution. Alors là, tu devrais me dire, mais qu'est-ce que ça change, Sadako? Mais qu'est-ce que ça change, Sadako? J'adore ces réactions débiles. Ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. Et donc, alors les zones de révolution, hein, une fois que t'es en fait, quand t'es en zone rouge, le but ça va être de reprendre des postes. Donc ça ressemble un peu à Far Cry. Tu vois, tu occupes je sais pas, ça peut être un immeuble. Tu vas aller appuyer sur un bouton pour que la résistance intègre les lieux. Donc ta map va se colorer en bleu au lieu d'être en rouge. Et là il y aura des T'es un résistants. sale campeur sur le gameplay quand même. Ouais, t'as vu ça. Et donc j'étais tout seul là parce que d'habitude normalement il faut le faire avec l'IA, mais j'étais pressé, j'ai pas pris le temps d'en trouver, ça je vous expliquerai tout à l'heure. Donc une fois que t'as libéré suffisamment de points du quartier pour la résistance, il passe en zone jaune. Et ensuite une fois que t'es en zone jaune, eh bien il va falloir que tu fasses un engouement de la population jusqu'à 100% pour déclencher cette fameuse révolution, moment où tous les civils vont aller se rebeller et cogner toute la police pour finalement que le quartier redevienne un quartier libre. Donc pour ça, tu vas devoir aller changer des postes de radio, changer les fréquences, tu vas pirater des terminaux, tu vas aussi enlever toute la propagande nord-coréenne. Donc si tu veux, tu as plusieurs étapes à faire. Et ce qui est sympa en général, c'est que ce qui va clore un quartier et t'ouvrir un autre quartier, c'est la fameuse mission scénarisée de fin de quartier. Alors là, ça peut être comme... Là, c'est une mission scénarisée que je suis en train de vous trouver, qui est située à peu près à 13-14 heures de jeu. Donc on est à peu près à la moitié, enfin un peu plus de la moitié de l'histoire. Et en fait, je vous ai squeezé les cinématiques, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil. S'il y a des cinématiques, ça ne révélera rien de fameux. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les schémas ne vont pas se répéter ad vitam aeternam toujours dans le même ordre. Et c'est ça que j'ai vraiment apprécié dans Front of the Revolution. Et c'est ce qui fait que le level design du coup est pas répétitif, parce que tu vas pouvoir aller dans un quartier et directement avoir une mission scénarisée, ou alors tu vas pouvoir atterrir dans un quartier qui est directement en zone jaune, sans passer par la zone rouge. Tu vas passer aussi par exemple par un quartier qui n'est ni en zone rouge, ni en zone jaune, ni en révolution, tout simplement parce qu'il est désert. Ah oui, d'accord. Et voilà, donc t'as quand même une mission scénarisée à faire dedans. Donc tout ça, si tu veux, ça donne un monde ouvert qui est quand même assez riche en événements à faire. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment plu dans Front of the Revolution, parce que d'habitude dans les jeux à monde ouvert, je me fais rapidement chier parce que je trouve ça répétitif. Alors que là, on a quand même quelque chose qui te tient en haleine et t'as toujours envie d'en savoir plus, sachant que le scénario en plus va se réveiller et te montrer des trahisons, des manipulations et tout. Donc t'as toujours envie d'en voir plus en fait, c'est ça qui est cool avec le jeu. Ouais, en fait, il n'y a pas de répétitivité, puis au final, tu t'amuses de début à la fin, quoi. Ouais, voilà, ouais. C'est bon, après je peux pas te dire que c'est toujours varié, ça reste un jeu vidéo, Ouais, attention, c'est un FPS, c'est un FPS et c'est un jeu vidéo, donc on a un scénario de FPS et un gameplay de FPS, mais je trouve que le level design et le game design a été fait quand même de manière assez intelligente pour toujours pouvoir donner des expériences différentes à apprécier. Et ça c'est franchement sympa. Donc voilà un petit peu pour le système gameplay. de jeu. Ouais, le gameplay, j'en parlerai après. Là, je voudrais qu'on fasse un point un peu sur les graphismes. Alors, les graphismes du jeu, moi, je pourrais vous parler pour l'instant que pour la version PC non patchée, puisque je n'ai pas encore installé le patch Day One. Ce qu'on peut voir déjà, c'est le début du jeu. Ça, il y a pas mal de jeux qui le font, Chris, et je trouve notamment que dans Uncharted 4, c'est pareil. Le début du jeu, c'est loin d'être le plus beau du jeu. Et on retrouve un petit peu ce phénomène qui n'est pas lié qu'à ces deux jeux-là, hein, mais on le retrouve à fond dans le Front of the Revolution. Comme je le disais, au début, on sent vraiment que le jeu il a traîné dans les années qu'il a eu des problèmes de développement, hein, parce qu'il faut quand même savoir que le jeu a été développé à la base par Chaos Studios quand ils étaient encore chez THQ. Quand THQ a fermé ses portes, Crytek a racheté la licence Homefront et a confié le développement à Crytek UK. Et ensuite, Crytek a eu des soucis financiers, donc ils ont fini par revendre la licence Homefront à Deep Silver, donc le groupe Core Media Deep Silver, qui eux-mêmes ont racheté Crytek UK et l'ont changé de nom pour faire Dumbbuster Studios. Mais bon, en même temps, c'est à peu près les mêmes développeurs que Crytek UK, mais il y a eu des moments de pause dans le développement, il y a eu des revirements, il y a eu des reboots, et ça, on le sent clairement, quoi. Il y a certaines textures qui sont pas belles. C'est vrai que les personnages sont pas top.
pense. Bah ça dépend lesquels. Tu prends Ouais. Dana, la brune au milieu, elle est choupie comme tout. Mais c'est vrai que Le mec à droite, là, ouais. le mec à droite, ouais, était pas terriblement fait. Mais Mhm. c'est vachement variable en fait. Ça varie du tout au tout les graphismes d'Homefront. Et tu peux avoir des tableaux très jolis avec des effets de lumière qui sont de cette génération de consoles et de PC, avec des coins d'environnement qui sont vachement tranchants. Enfin, tu vois, vachement bâclés. Il y a vraiment le très beau côtoie le très moche et il y a vraiment des quartiers du coup qui sont techniquement plus réussis les uns que les autres. Après artistiquement ça se tient quand même, mais il y a vraiment, on sent il y a des faiblesses, il y a des faiblesses et on sent que c'est un jeu qui a traîné à sortir quoi. Ouais, c'est le problème des jeux comme ça. Après, bah, le truc, c'est qu'ils doivent être terminés rapidement, du coup, pour que les joueurs l'attendent encore un peu, Bah c'est ça. malgré le fait qu'ils soient annoncés depuis longtemps. Puis ils ont été Et, commencés avec un moteur sans doute moins avancé, donc Et ça voilà, c'est vieillit ça tout aussi. ça, hein. Puis c'est pareil, après, il y a du code qui vieillit un peu. Et puis, enfin, Bah, quand on puis je pense que quand on les change de bugs, développeur, après, voilà, c'est voilà, toujours les pareil, bugs, ça change des choses. la reprise des bugs, on sait ce que ça, enfin, on sait comment Mm. ça fait. Après, ça s'amplifie ou machin. Alors moi, j'ai pas à me plaindre en termes de bugs de la version PC. L'optimisation sur PC, elle est relativement bonne puisque j'ai pu faire quasiment tout le jeu, enfin toute la campagne solo en 1080p en ultra entre 50 et 60 fps on va dire, à part quelques passages et quelques quartiers qui me faisaient des chutes à 30-35. Il y a même, je me souviens d'une phase dans un quartier où il y avait une espèce de tempête, une tempête gazeuse. Ça c'est les gens qui vont trop manger chez McDo. Et en fait, bah, ça faisait ramer à mort ma carte graphique et je suis même descendu à moins de 20 fps. Mais bon, ça je pense que ça sera résolu avec un patch. C'est pour ça que je voudrais un petit peu prendre le temps de voir un peu tout ce qu'amène. Ah, ça m'étonne pas parce que souvent dans Crysis aussi, quand t'avais des effets de fumée, Oui. tout petits effets de fumée ou des effets de pluie aussi parfois, ou des reflets, un peu des flaques d'eau, ça faisait vite tomber Je pense que le framerate. CryEngine est assez gourmand en tout ce qui est particules. Ouais, t'as Ouais. raison. Ouais. Effectivement, Ouais, ça tout faisait un ce peu qui a ça, fait de ouais. reflets aussi. Tout Ouais, ça. ouais. Alors que là, Donc, tu vois, c'est magnifique et là, ça je tournait serais à fond. pas aussi sûr que toi dans le fait que ce soit corrigé plus tard. Ouais, peut-être pas Mhm. forcément. En tout cas, ça reste jouable. J'ai pas eu de freeze à me faire arrêter 3 secondes de jouer. Il y a des micro-freezes, mais ils sont vraiment très très légers. Et c'est au moment où il y a les sauvegardes automatiques et quand on sort du magasin pour acheter des trucs pour les armes et pour l'équipement. Mais j'ai pas eu de crash non plus. Donc, enfin, j'ai une GTX 970. C'est pas non plus le très haut de gamme de chez Nvidia avec un i7 correct et 8 Go de RAM. J'ai pas eu de problème et par exemple Doom tourne beaucoup moins, enfin il est plus fluide sur mon PC mais il crache souvent donc tu vois c'est pas, je pense que c'est un peu la loterie aussi comme toujours hein, de toute façon le gaming Ouais. sur PC. C'est le PC, voilà. C'est le fabuleux monde du gaming PC. Ah, Et donc voilà, enfin sinon au niveau après de tout ce qui est purement technique, les animations je les trouve pas mal. Il y a pas mal de variétés visuelles aussi, hein, puisque les quartiers sont variés. Il y a un cycle jour-nuit, il y a des fois où il pleut, des fois où il fait très beau. Il y a des zones aussi. Enfin, les zones, elles sont. La différence, en fait, elle est graduelle. Dans le moment où tu vas passer en zone rouge, en zone jaune ou en révolution, les décors vont évoluer en même temps. Pas en temps réel, mais tu vas voir, par exemple, qu'en révolution, bah, tout est en feu, tout est en fumée. Donc, si tu veux, t'as vraiment l'impression de vivre la révolution du quartier en même temps que les joueurs, et ça, c'est cool, quoi. Ouais, c'est sympa, bah ça fait partie de l'environnement, de l'ambiance aussi, c'est vraiment Ouais. sympa là-dessus, c'est que c'est crédible du coup. Ouais, c'est vachement C'est pas mal, crédible, ouais. ouais. C'est en Ouais, ça je pense- que. Ouais. Oui, je pense que t'as fini sur les graphismes, non? Oui, les graphismes, je les ai terminés. On va passer au gameplay. Alors, je sais pas si tu as Ouais, des questions sur le chat, je regarde oui, pas du tout. si justement j'ai une question, je comptais y venir vu qu'on parle de gameplay. Est-ce qu'il y a des améliorations à trouver pour les armes comme des viseurs ou des Ouais. silencieux ou des trucs comme ça? Alors, des je vais vous poignées le montrer à un moment dans l'extrait. En fait, tu peux. Alors, je vais commencer par le début. Donc, déjà, les armes, tu peux en acheter dans les magasins de la résistance. Ensuite, tu peux en fait monter pas mal de trucs. Tu peux transformer même ton fusil de base en petite mitraillette. Tu peux lui installer un viseur, tu peux lui mettre une crosse, tu peux lui mettre un silencieux. Tu peux même mettre un trépied bipède là pour te transformer Ouais. en sniper. T'as la visée sniper aussi, la visée qui agrandit 4 fois, la visée holographique, le laser. Voilà, vous le voyez sur mon arme, hein, j'ai ajouté pas mal de trucs. Après, tout ça, tu peux le changer à la volée, c'est ça qui est sympa. C'est-à-dire que tu appuies sur PC, tu appuies sur X
et tu peux monter et C'est comme, désinstaller ouais. n'importe quoi. Un peu comme Crysis, je crois. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme dans C'est Crysis. exactement pareil, d'ailleurs la façon dont il regarde l'arme dans mon fond, je viens de le voir. Oui, Enfin, c'est je l'ai vu pareil. tout à Ouais. l'heure. Ouais. C'est exactement la même chose. Il y a beaucoup d'influence de Crysis pour beaucoup de choses dans, Ouais. dans Front The Revolution. Et c'est pas des influences directes, c'est-à-dire qu'ils vont pas copier une manière de faire, mais il y a quand même, on sent que c'est Crytek aux commandes, quoi. Hein. Ouais. On sent vraiment la patte Crytek derrière. Après, en termes de gameplay, comme je vous l'ai dit, hein, t'as plusieurs styles de jeu. Hein. Tu vas pouvoir faire de l'infiltration, du rentre dedans. T'as même un lance-roquette à un moment pour tout faire péter. Et il y a surtout une composante de gameplay qui est très intéressante. Et c'est à la fois un point fort mais aussi un point faible. C'est-à-dire que dans l'aventure, quand tu vas avancer dans le jeu, tu vas pouvoir en fait recruter des résistants. Donc tu peux en avoir jusqu'à 4 derrière toi. Et ça c'est sympa parce que du coup le jeu est assez difficile. Enfin, t'as pas besoin de beaucoup de balles pour crever. Et du coup quand t'as 4 alliés derrière ton cul, bah, ça va t'aider un petit peu à mieux avancer. Et parce que clairement la mission qui précède le déclenchement de la mission scénarisée, si vous le faites tout seul, c'est ultra difficile. Hein. C'est ce que je suis en train de faire là. Et franchement, je connaissais le niveau par cœur. Donc après une fois que ça se lance, c'est bon. Mais la mission d'avant dans le commissariat, j'étais vraiment franchement pas fier. J'ai recommencé 3 fois, même si vous l'avez pas vu. Et après, en dehors de ça, ce qui est dommage, c'est qu'on puisse pas faire ce mode-là en coopération avec des potes. Parce que là, ça aurait vraiment été sympa de faire toute la campagne solo en coopération. Quoi. Ouais, en plus ça aurait été possible parce que ça a l'air de s'y prêter quand même correctement. Oh bah carrément. Il y a souvent des mecs avec toi. Ouais. Ouais. Ça aurait été même marrant C'est un de peu faire de dommage, l'infiltration à 4, tu vois, on aurait pu se parler en même temps, dire Ah oui, attention, c'est il y en a ça. un là, passe plutôt par la droite, passe plutôt Ouais. par le tunnel, par ceci, par cela, ça aurait vraiment été sympa. Donc ça c'est un petit peu dommage, surtout qu'en plus il y a un mode coopération à 4 joueurs. Qui n'a rien à voir avec la campagne solo, donc ils auraient peut-être pu mélanger les deux, je sais pas, ou c'était peut-être trop compliqué, ils avaient peut-être pas le temps, je sais pas. Ah, c'est ça aussi, voilà, c'est que vu qu'il a été décalé plusieurs fois, Bah, c'est qu'il y a eu ça. plusieurs problèmes de développement, Ouais. ils ont peut-être dû aller vite et ça a jarté. Bah Au final peut-être, du cahier des charges. peut-être. Donc ouais, c'est possible. Mais c'est Est-ce dommage que tu en as- tout cas. Ouais, est-ce que tu as terminé sur le gameplay? Non, pas du tout. Oh. J'ai beaucoup de choses à dire encore. Oh. Et non, ça se termine. Donc après, en termes de gameplay, il y a aussi des pièges en fait que tu peux déclencher dans les environnements. Tu peux acheter des trucs téléguidés. Tu peux acheter un gilet pare-balles plus costaud. Enfin, t'as pas mal de trucs à acheter dans la boutique. T'as aussi des points d'enrôlement que tu vas débloquer pour acheter parce que t'as de monnaie en fait dans le jeu. T'as les points d'enrôlement résistance, c'est l'argent de la résistance et des dollars tout simplement. Après t'as du piratage aussi qui est pas très dur. Le système de couverture, bah, tu t'accroupis puis c'est parti. Hein. Après le jeu te dit si tu peux te lever ou pas. L'amélioration des armes, j'en ai parlé. Le recrutement de résistants aussi. T'as pas mal de craft aussi à faire. Tu vas trouver des fichiers. Il y a pas mal d'exploration en fait dans les bâtiments dévastés. Et chose agréable, on peut en visiter pas mal. Tu vas pouvoir un petit peu faire de l'exploration et à te renseigner un peu plus sur comment vivent les gens suite à cette invasion nord-coréenne. Donc c'est assez sympa. Donc voilà. Après si j'ai quand même un dernier détail à dire, Chris, pour le gameplay. C'est au niveau de la moto. Alors il y a une moto qui est, il y a des motos disponibles dans le jeu. Il y a deux choses à retenir. La première, c'est que c'est complètement raté parce que tu peux pas rouler droit, c'est impossible quoi. C'est juste trop nul. Et en plus, cette utilisation de la moto est juste incohérente dans le Front The Revolution. Parce qu'elle ne sert à rien, tu te fais repérer plus vite que ton ombre par les Norcos, donc t'as toute la map à ton cul après. T'as des obstacles partout sur la route, donc tu peux pas, t'es sans arrêt en train de te casser la gueule. Et il y a aussi des générateurs à Tu tombes activer. facilement ou pas de la moto? Non, pas facilement, mais disons que t'es obligé Ouais. d'en descendre, de la remettre droite, machin, enfin, c'est casse-cou. Ah oui, ouais, c'est chaud. C'est franchement irritant au possible. Et après au niveau t'as une petite action à faire avec les motos pour relancer des générateurs. Tu sais, faut accélérer avec la moto sur une sorte de Oui. tapis roulant. Oui, je Alors vois. bon courage pour foutre la moto là-dessus, parce que dès que t'accélères, la moto se barre. Ah bon? Oui. Pourtant c'est un tapis roulant, non? Bah oui, mais le pathfinding se fait très mal en fait. Et du coup, ça c'est un bug qui doit absolument corriger parce que c'est insupportable, t'es obligé de le faire quelques fois. Et voilà. Donc là, je vous montre un peu comment le quartier a changé. Là, on est en phase de révolution.
Donc voilà, sinon j'ai terminé avec le gameplay. Je ne sais pas si tu as d'autres questions, mon petit Chris. Est-ce que c'est respawn infini les ennemis? Je pense pas. Non, c'est pas dans respawn certaines infini. phases, Non. Pas de. Une fois que t'as liquidé la zone, mais par contre, une zone qui quadrille une autre zone peut prendre le relais de l'attaque, par exemple, si t'es toujours repéré, quoi. Donc voilà. Ouais. Heureusement, on n'est plus en 2000. Ouais, voilà, quand même, heureusement, on n'est plus dans Call of. Et voilà, donc sinon pour la bande-son, j'ai beaucoup aimé. Le doublage français est très bon. Encore une fois, félicitations à la marque Rose qui s'implique très fortement dans n'importe quel projet qu'on leur confie. Ça, c'est franchement terrible. J'aime surtout le doublage de la petite Nana, là. Bon timing d'ailleurs, c'est un hasard, mais c'est bien. Dana, qui est un personnage vraiment très charismatique du jeu. Vous allez la rencontrer assez tôt dans le jeu. Et je la trouve vraiment très très charismatique. Elle est très agréable à suivre, à écouter. Et elle est vraiment... la doubleuse a fait un taf de rêve. Elle s'est vraiment mise dans le personnage et ça correspond à 100% à la bonne femme, quoi. Donc, c'est cool, c'est toujours sympa pour l'immersion, ça carrément, ouais, c'est toujours ça apporte un dynamisme au cinématique et ça le rend intéressant au final. Ouais, c'est vraiment sympathique. Après, au niveau de la durée de vie, Deep Silver l'avait dit, plus ou moins 30 heures, 30 heures, ils avaient dit pour la campagne solo. Je pense que c'est comme toujours un peu optimiste. Surestimé, ouais, c'est quand tu traînasses un peu et que tu fais toutes les quêtes annexes. Ah oui, j'en ai pas parlé d'ailleurs des quêtes annexes, mais elles sont sympas à faire. C'est un petit peu du FedEx, mais on est habitué. Et comment dire, tu vois, les graphismes là, la scène cinématique, ces graphismes là sont magnifiques, par exemple. Donc on a vraiment du beau et du beaucoup moins beau, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et en termes de durée de vie, on va dire que j'ai un bon repère, je l'avais dit dans le test écrit, je crois à 10 heures de jeu, vous avez visité la moitié des quartiers. Donc ça vous donne déjà un petit ordre d'idée du temps qu'il va falloir prendre. Et je trouve ça bien parce que d'ailleurs, arrivé à 10 heures de jeu, les développeurs auraient pu se dire, allez, c'est bon, on les a occupés 10 heures, stop, générique de fin. Et ben non, il y a quelque chose qui fait que ça repart de plus belle. Et ça, c'est vraiment très appréciable. Donc félicitations aussi à Dumbbuster qui aurait pu se contenter de faire un solo de 10 heures et basta, quoi. Ouais, et puis en plus ça a pas l'air ennuyant, ça a l'air cool, et puis c'est sympa ce genre de solo qui se renouvelle bien, ça change, quoi. Ouais, il y a toujours le truc qui va faire repartir le scénar et tu te dis pas putain, c'est pas encore fini, quoi. Là non, c'est vraiment tu te laisses porter par le truc. Enfin moi c'est vraiment la sensation que j'en ai. Puis un but, c'est de récupérer la map. Ah bah ouais, sacré but quand même, c'est pas rien de faire une petite révolution quand même. Et donc voilà pour ça. Donc avant d'aborder le verdict, je ne sais pas si tu as quelques questions, Chris, ou pas du tout. Non, je n'ai pas de questions. Eh bien, nous allons pouvoir conclure. Donc, je suis fier de vous annoncer que je suis le seul testeur au monde à avoir mis la meilleure note possible pour Homefront The Revolution. Enfin, impossible, ouais. Oui, enfin non, possible, non, mais PlayerOne.tv est le site mondial ayant apprécié le plus Homefront The Revolution. Donc, j'ai mis 16 sur 20. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je t'avouerais que s'ils s'étaient contentés de nous balancer de ce qu'ils nous ont balancé pendant les 4 premières heures de jeu, il aurait sans doute eu 12 sur 20. La note, je pense qu'elle est stable, parce que au départ, je partais du principe, tu sais que comme j'avais pas pu jouer au mode coop, la note aurait pu peut-être bouger ou pas, mais finalement c'est un mode qui est pas si gros que ça, et vu la taille de la campagne solo, on va s'arrêter à ça, c'est déjà pas mal. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que c'est un reboot suite très réussi de la série. Il a un petit effet stalker pour ceux qui connaissent ce FPS, c'est-à-dire qu'il a un peu de mal à décoller, il a une interface et un univers assez austère au départ, mais une fois qu'on rentre dedans, personnellement j'ai eu du mal à le lâcher. Je trouve que la campagne solo est très variée, elle est prenante, elle est addictive. Et après, je pense aussi que c'est un jeu qui risque de ne pas forcément plaire à tout le monde. Parce qu'il y a quand même des choses qui peuvent ne pas plaire. Mais pour moi, c'est en tout cas une très très bonne exploitation d'Homefront qui est bien plus convaincante que ce qu'on avait eu en 2011 avec le premier, quoi. Et si, je me posais une question, je sais pas vraiment si tu en as parlé pendant la vidéo, mais il me semble pas. Si on a aimé le premier, est-ce qu'on aimera forcément celui-ci ? Je pense que oui, parce que on retrouve quand même, tu sais, cette oppression nord-coréenne. On exploite le même background. Après, en termes de FPS, le 1 était quand même très classique.
Donc Mhm. c'était plus orienté couloir, c'était plus de la formule Call of hein, avec Ouais, des c'est scripts clair. dans tous les sens. Ouais. Mais je pense que si vous avez aimé le premier, moi je préfère celui-ci au premier. Après je sais pas, on a tous des goûts différents, mais Ouais, selon moi, ça, oui. ça pose une question, excuse-moi de te couper. Tu sais, il y avait un petit côté, enfin, je sais pas si tu t'en es rendu compte dans le premier, un petit côté exploration dans le sens où parfois tu t'arrêtais devant une scène pour regarder ce que disaient les gens, tu sais, ou regarder un petit peu comment ils se faisaient massacrer, ou enfin, il y avait un truc, tu vois. Enfin, tu regardais un peu ce qui se passait, et l'univers du jeu était bien. Est-ce que t'as encore un peu ça Alors dans celui-ci? c'est vrai que tu fais bien d'en parler, Chris. Je l'ai pas forcément retrouvé dans le même dans le même genre que dans Front 1. Pour la simple et bonne raison qu'en général dans celui-ci quand ils ont des choses à te montrer ils te font une cinématique mais t'as quand même des phases où tu peux entendre les gens parler entre eux tu vois la police nord-coréenne maltraiter les civils de temps en temps mais c'est pas pareil quand même, ça va moins loin. Ouais. Ils ont plus mis ça en avant dans les cinématiques quand même. Ouais, c'est plutôt. Ouais, en plus, ça, parce que c'est un monde ouvert maintenant. Bah donc ouais c'est voilà, moins facile de y a pas montrer ça, forcément quoi. de script, enfin les scripts Ouais. sont pas faciles Oui. à appliquer de la même manière quoi, mais voilà ouais. Voilou. Bah voilà. Et ben je pense Je qu'on a te terminé remercie dans ce cas. pour Ouais. ton game show. Donc un 16 sur 20 pour ce Homefront The Revolution. The Revolution, c'est ça? Ouais. Et donc on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Ou je sais quoi, Une bonne je nuit. sais voilà, une bonne nuit. Une bonne bourre, un Si bon vous nous regardez dans votre, à la vôtre. si vous nous regardez dans votre lit ou ailleurs. Et en attendant, bon, on vous dit à bientôt pour d'autres vidéos. Salut.